Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace. Où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Ici Florent Meunier en compagnie de Claude Lafleur, Laurent Runigo et Dylan Baillargeon. Aujourd'hui, Claude, nous allons aborder un sujet délicat et complexe. De quoi allons-nous parler ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. En fait, depuis longtemps, je songe à vous raconter une histoire assez extraordinaire qui serait l'histoire de la compagnie SpaceX qui a été fondée en 2002. C'est évidemment l'entreprise qui, on pourrait presque dire, révolutionne le domaine spatial. Il y aurait beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, c'est un des problèmes, c'est que c'est un sujet complexe parce qu'il y a énormément d'événements. Et là, je ne parle même pas des événements récents. Là. On pourrait raconter les 20 premières années de la société. Il y a des choses vraiment intéressantes à raconter. Par contre, évidemment, c'est un sujet très délicat parce que d'une part, SpaceX réalise des prouesses absolument remarquables, mais c'est en même temps une société qui est quand même controversée, ne serait-ce qu'au niveau de l'environnement, de l'écologie. Évidemment, on ne parlera pas de son patron, là, qui est de plus en plus controversé. Ce serait donc un sujet fort intéressant à couvrir, mais compliqué. Par contre, pour certains, d'ailleurs, Elon Musk, c'est un génie. Pour d'autres, c'est presque le diable incarné, ce qui montre un peu la complexité du sujet. Je dirais que personnellement, là, pour moi, dans la vie, il n'y a jamais rien de tout blanc ou rien de tout noir. Il y a beaucoup de nuances à apporter. J'ai d'ailleurs toujours eu ce genre de nuances-là par rapport à SpaceX. C'est-à-dire, par exemple, j'ai toujours admiré SpaceX pour, entre autres, ses fusées Falcon 9 et ses capsules Crew Dragon qui sont de formidables vaisseaux spatiaux. Par contre, j'ai souvent dénoncé les propos excessifs d'Elon Musk, notamment concernant Starship et la colonisation de Mars. Ce qui fait que pour moi, c'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. Elon Musk, c'est pas non plus, c'est ni un génie ni un démon, c'est quelque chose entre les deux. C'est donc un peu ce que je vais vous raconter, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est-à-dire, on va parler de la compagnie SpaceX telle qu'elle est aujourd'hui, sans parti pris, sans dire que c'est tout blanc ou sans dire que c'est tout noir. Allons-y dans les nuances. Et depuis longtemps, Claude, on en parle de SpaceX dans ce balado, on en parle régulièrement d'ailleurs, et ça fait longtemps que tu veux nous raconter l'histoire de SpaceX depuis, donc tu le disais, sa fondation en 2002 jusqu'à aujourd'hui, mais donc ce n'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce serait effectivement un sujet intéressant, là, mais pour deux raisons. D'une part, c'est un sujet assez colossal. Je pense qu'il faudrait 2-3 balados pour raconter l'histoire de SpaceX. C'est une tâche aussi, je dirais, colossale, aussi délicate que d'envergure. Par ailleurs, je viens de rédiger un article pour un site spécialisé dans le domaine spatial qui s'appelle The Space Review. C'est un excellent site d'information, évidemment en anglais. Là. Si jamais vous avez l'occasion de lire l'anglais, c'est un très bon site. Donc, j'ai rédigé un article qui devrait être publié éventuellement, dont le sujet, c'est quel avenir pour SpaceX. C'est-à-dire que dans cet article-là, je pose deux questions. Où en sommes-nous actuellement au niveau des activités de SpaceX et quelle est la perspective d'avenir pour l'entreprise? C'est un peu cet exposé-là que nous allons vous livrer aujourd'hui. Et pour info, nous enregistrons ce balado le jour même où, normalement, si le calendrier suit son cours, il y aura lieu, donc Claude, le 9e tir du Starship. Exactement. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que nous, au moment où on enregistre, on ne sait pas évidemment ce qui va arriver. Vous, au moment où vous l'écoutez, vous avez de l'information que nous, on n'a pas. C'est ça, couvrir l'événement spatial. Ça évolue rapidement. Donc, sachez que si on ne tient pas compte de ce qui est arrivé lors du 9e tir de Starship, c'est parce que nous, on ne le sait pas. C'est sûr qu'en ce qui me concerne, le tir est prévu pour ce soir. Je vais être devant mon petit écran pour le raconter. Et très curieux de voir ce qui va se passer ce soir. Et donc, tu parlais d'un article pour The Space Review, et l'idée de l'article t'est venue d'un constat qui te choque un peu. Quel constat? En fait, au cours des derniers mois, j'ai lu certaines analyses qui établissent la valeur de SpaceX à 300 milliards de dollars. L'entreprise vaudrait théoriquement 300 milliards de dollars, ce qui en fait une des plus importantes sociétés américaines là, avec cette valeur-là. Personnellement, ça me semble un peu une valeur exagérée. J'ai de la misère à imaginer que SpaceX vaut si cher que ça, malgré les activités qu'elle fait. Je dirais aussi que le problème, c'est qu'on n'a aucune idée des états financiers de l'entreprise. Celle-ci appartient à 100% à Elon Musk, ce qui fait qu'elle n'est pas cotée en bourse, ce qui fait qu'on n'a jamais accès à ses états financiers.
Donc, on ne sait pas si l'entreprise fait des profits, on ne sait pas si l'entreprise est rentable, ou si jamais elle ne l'est pas, est-ce qu'elle risque de l'être rentable dans un avenir prévisible? On n'a aucune donnée. Ce qui était peut-être important de souligner, c'est que SpaceX mène 3 grandes activités commerciales. Il y a évidemment les lancements des fusées Falcon 9, il y a l'exploitation de son réseau de satellites de télécommunications Starlink et il y a la mise au point des vaisseaux Starship qui devraient éventuellement, encore une fois, nous promet Elon Musk, révolutionner le domaine spatial. Évidemment, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce que ces réalisations-là génèrent des profits pour l'entreprise? Est-ce que ces profits-là justifient une valeur théorique de 300 milliards de dollars? Personnellement, j'en doute beaucoup. Et c'est un peu cette réflexion-là que je vais vous apporter aujourd'hui. Non pas que l'entreprise vaut rien, mais entre rien et 300 milliards, je pense qu'il y a une vaste marge de manœuvre. Et pour commencer, faisons un tour d'horizon des activités et des performances de SpaceX. Commençons par dire donc que depuis une dizaine d'années, et surtout depuis 5 ans, SpaceX domine le spatial en lançant la majorité des fusées et des satellites. C'est ainsi que désormais SpaceX expédie dans l'espace près des 3/4 de tous les engins spatiaux lancés chaque année à travers le monde. Qui plus est, depuis 2020, SpaceX réalise la majorité des tirs de fusées. Fusées qui placent plus de 80% de tous les satellites sur orbite terrestre. Par ailleurs, depuis 2019, SpaceX installe sur orbite le plus grand réseau de satellites avec 8700 Starlink lancés à ce jour. Le réseau Starlink sert de relais aux communications Internet et par téléphone cellulaire, où que l'on soit sur Terre ou en mer, même dans les régions les plus isolées et reculées. Ce réseau pourrait comprendre jusqu'à 34 400 satellites. Il s'agit d'une entreprise colossale lorsque l'on songe que depuis le début de l'ère spatiale, on n'a lancé que 14 000 autres satellites. Les 8700 Starlink lancés à ce jour représentent à eux seuls plus du tiers de tous les satellites orbités depuis 1957. Et si SpaceX parvient à placer 34 400 Starlink dans l'espace, cela triplera presque le nombre de satellites lancés à ce jour. D'autre part, les premiers étages des fusées Falcon 9 sont généralement récupérés après chaque vol pour être réutilisés une vingtaine de fois. C'est ainsi que SpaceX est en mesure de proposer des lancements à des prix imbattables. Entre autres, l'entreprise organise des lancements groupés au cours desquels des douzaines de satellites, parfois plus d'une centaine à la fois, sont lancés simultanément. À ce jour, SpaceX a organisé 16 missions qu'on qualifie de covoiturage et qui ont permis de lancer plus de 1100 satellites. C'est là une avancée importante puisque ces lancements groupés permettent à des jeunes entreprises et à des organisations aux ressources limitées d'accéder à l'espace. Ce faisant, SpaceX ouvre l'espace à une foule de nouveaux utilisateurs. Pendant ce temps, l'entreprise d'Elon Musk développe la fusée la plus puissante au monde, Starship. Il pourrait s'agir d'une fusée ultra puissante puisque, en 2022, Musk a déclaré qu'une seule Starship pourrait placer sur orbite en un an autant de masse que tout ce qui a été lancé depuis 1957. La masse totale mise en orbite à ce jour est d'environ de 15 000 à 16 000 tonnes, a-t-il déclaré le 10 février 2022. La masse emportée par une Starship après un an de lancement, si elle était lancée 3 fois par jour, serait égale à la masse totale placée en orbite. Cela correspond à une Starship lancée 3 fois par jour pendant un an, d'ajouter Musk. Maintenant, si vous avez 10 Starships et nous en aurons plus, imaginez tout ce que nous ferons. Et bien entendu, Elon Musk rêve de faire parvenir sur Mars 1 million de personnes et d'établir la première colonie extraterrestre. Il prévoit même de lancer ses premiers vaisseaux habités dès l'automne 2028. Il va sans dire que SpaceX suscite autant de passion, de spéculation et de rêves que de doutes, Claude. Absolument. Cela est dû en grande partie qu'on ignore tout de la solidité financière de l'entreprise. Est-ce que les lancements de Falcon 9, est-ce que l'exploitation du réseau Starlink sont rentables? Est-ce que Starship le sera-t-il un jour? Et on peut se demander aussi, étant donné les grandes ambitions d'Elon Musk, d'où viendront les fonds nécessaires pour la colonisation de la planète Mars?
On n'a pas de chiffres. Hein. Elon Musk n'a pas fait de chiffres, puis je ne pense pas que personne n'en a fait, mais on parle sûrement de dizaines, sinon de centaines de milliards de dollars. D'où vont venir ces fonds-là? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose pour lesquelles on n'a aucune donnée. SpaceX appartient entièrement à Elon Musk et un nombre limité d'investisseurs ont le privilège de posséder des actions. C'est ça, Claude? Absolument. En fait, l'entreprise n'est pas cotée en bourse, fait qu'on ne peut pas s'acheter des actions. Il y a des gens qui connaissent Elon Musk, qui ont le privilège d'en avoir. Les employés aussi ont accès à des titres de l'entreprise, mais ils ne peuvent pas les vendre à qui ils veulent. Il y a parfois, Musk va autoriser la vente de certains titres, mais à des gens précis. Fait que c'est pas disponible publiquement. Évidemment, hein, devant les réalisations absolument formidables de l'entreprise, je pense que plusieurs rêveraient d'avoir des titres, de posséder des titres de SpaceX, un peu comme si on avait su, hein, on se serait procuré des titres de Apple ou de Microsoft il y a 20, 30, 40 ans. La valeur doit être extraordinaire aujourd'hui. Dans le cas de SpaceX, ben, c'est impossible, à moins d'être vraiment très, très proche d'Elon Musk, soit de travailler pour lui ou soit d'être un petit ami d'Elon Musk. Et pour un novice comme moi, dans tout ce qui est finance et bourse, est-ce que c'est une stratégie justement de ne pas être coté en bourse? Ben absolument, parce que ça évite tout contrôle. Si vous êtes coté en bourse, vous devez publier régulièrement vos états financiers. Et peut-être que si on avait accès aux états financiers d'entreprise, on verrait que l'entreprise est dans le rouge foncé et que la valeur est nettement sous-estimée. Le fait que ce soit une entreprise privée qui est détenue à peu près à 100% par Elon Musk, ça lui permet de garder secret ses états financiers. Vous savez, en bourse, hein, c'est toujours difficile, hein, parce que les investisseurs ont des attentes, fixent des attentes que vous devez rencontrer, et si vous ne les rencontrez pas, les investisseurs sont déçus. Ça serait un peu comme si nous, pour notre balado, on avait quelqu'un qui dit, ben, vous faites tant de codes d'écoute, mais on veut que vous augmentiez vos codes d'écoute de 10, 20, 30%, faites ce que vous voulez entre-temps, c'est pas notre problème. Nous, on veut augmenter les codes d'écoute, et là, nous, on se soumet à une pression absolument terrible. Alors que comme c'est, entre guillemets, notre entreprise privée qui ne rapporte pas un sou, ben, on est libre de faire ce qu'on veut, et c'est un peu ça que Musk a en regardant ça tout pour lui. Mais si je comprends bien aussi, le fait de rentrer en bourse, ça permet aussi souvent d'attirer des gens, de rassembler des fonds, même si on n'a pas encore fait quelque chose. Est-ce que je me trompe? Exactement. Non, ça permet d'avoir des fonds, mais à ce moment-là, vous avez des comptes à rendre. Et ces comptes-là sont publics, c'est-à-dire que c'est pas juste auprès de vos actionnaires. Et c'est pour ça que ça serait très intéressant que SpaceX entre en bourse, parce que là, on aurait des chiffres. Alors que là, comme vous allez le voir tout au long de notre exposé, on n'a pas de chiffres. On peut hypothétiser, faire des hypothèses, mais on n'a pas les vrais chiffres. Alors que si un jour l'entreprise devenait en bourse, là, on aurait des chiffres. Mais là, on verrait peut-être que l'entreprise ne vaut pas la valeur estimée. Puis quand je dis 300 milliards, j'ai vu des estimés de 350 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Hein. C'est un petit chiffre, 300, 350, mais on parle de milliards de dollars. Hein. Mais là, Musk n'a pas de compte à rendre à personne. Et comme l'a récemment rapporté le Wall Street Journal, au second semestre de 2024, la valorisation de SpaceX a augmenté de 67%. Au total, la valeur de l'action de l'entreprise a été multipliée par près de 30 entre 2015, année où SpaceX était évaluée à 12 milliards en dollars, et en décembre dernier, où sa valorisation a atteint les 350 milliards de dollars, comme tu disais, la plaçant au même rang qu'Oracle et Coca-Cola. Bien qu'elle soit devenue l'une des plus grandes entreprises des États-Unis, poursuit le Wall Street Journal, elle est restée l'une des plus secrètes, ses finances étant cachées à tous, sauf à un petit groupe d'investisseurs et d'initiés. La plupart des actionnaires de SpaceX ignorent totalement les pertes et les profits de l'entreprise. Cette confidentialité permet également à SpaceX d'échapper à la surveillance boursière, observe ce quotidien américain. En fait, il découle de tout ceci que la grande question, c'est est-ce que SpaceX est viable à long terme? Si on ne connaît pas l'état financier de l'entreprise, si on ne connaît rien des finances, on peut par contre faire une certaine analyse des faits et aussi faire quelques calculs assez simples, comme nous allons vous proposer. Quelques analyses qui nous permettent d'y voir un peu plus clair. C'est ce que nous allons faire au cours de la prochaine heure. Depuis 2010, SpaceX a lancé 477 fusées Falcon 9, dont 132 l'année dernière et 59 cette année, avec un taux de réussite dépassant les 99%. SpaceX réalise parfois 3 lancements en moins de 24 heures, tandis que la plupart des premiers étages de cette fusée sont récupérés et réutilisés. Voilà donc des performances
inégalée. C'est vraiment, à vrai dire, des performances extraordinaires. Surtout si on pense qu'il y a eu plus de 450 lancements de Falcon 9 avec un taux de réussite de plus que 99%. C'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. En fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce jour, SpaceX a effectué environ 200 lancements commerciaux de Falcon 9 et 263 lancements pour ces satellites Starlink. On ne connaît évidemment pas combien ça coûte lancer une fusée Falcon et combien ça rapporte. Donc, on ne sait pas si finalement, si on prend juste l'activité lancement de satellites, si c'est rentable ou pas. On peut fixer par contre une hypothèse, c'est qu'on pourrait se demander, est-ce que les profits générés par les lancements commerciaux permettent de financer les lancements Starlink? Parce que les lancements Starlink, c'est aux frais de SpaceX. Là. SpaceX lance ses propres satellites. Fait que peut-être, si on se demande est-ce que les lancements de Falcon 9 sont rentables, peut-être que les bénéfices des lancements commerciaux financent les lancements de Starlink. C'est la question qu'on peut se poser. Cependant, à partir de 2023, les 2/3 des lancements de Falcon 9 servent à mettre en orbite les satellites Starlink de SpaceX. Donc, comme la majorité des lancements de Falcon 9 sont pour les satellites de Starlink, on peut se demander donc s'il est raisonnable de penser que les profits générés par les quelques 200 lancements commerciaux permettent de financer les 263 lancements de Starlink. Pour ce faire, il faudrait que les profits soient très élevés, c'est-à-dire qu'il faudrait que ce que ça coûte pour lancer les Starlink, chaque lancement commercial rapporte 2 fois plus pour financer les lancements de Starlink. C'est donc dire que c'est probablement invraisemblable. Pour vous donner une idée de quoi on parle, je vais vous donner des chiffres. C'est une hypothèse, mais c'est à peu près les vrais chiffres. On peut penser que lancer une fusée Falcon 9 coûte à peu près 40 millions de dollars. On peut penser aussi que lorsque SpaceX fait des lancements commerciaux, il charge probablement à peu près 60 millions. Je vous donne des chiffres qui sont assez vraisemblables. C'est à peu près ça dont on parle. On pourrait penser donc que chaque lancement rapporte 20 millions de dollars de profit qui servent à financer les lancements de Starlink. Sauf qu'au nombre de lancements de Starlink qu'on observe, il faudrait en réalité que les lancements commerciaux rapportent 80 millions de dollars pour pouvoir financer le nombre de lancements. Ce qui est évidemment un peu vraisemblable. Par conséquent, l'exploitation de la fusée Falcon 9, aussi exceptionnelle soit-elle, est fort probablement non rentable compte tenu du nombre élevé de lancements requis par Starlink, et te porte à croire que cela restera le cas tant que les Falcon 9 seront utilisés pour mettre en orbite la flotte Starlink. Le 16 janvier 2015, Elon Musk a annoncé la mise en place d'un réseau Internet mondial par satellite qui comprendra à terme quelques 4000 satellites en orbite basse et un premier service d'ici 5 ans. L'objectif sera de faire transiter par ce réseau la majorité du trafic Internet longue distance et environ 10% du trafic local des particuliers et des entreprises, a déclaré à l'époque Elon Musk. En fait, à l'époque, Musk expliquait qu'il considère qu'il y a beaucoup plus d'argent à faire en exploitant un réseau de communication par satellite plutôt que par des lancements de satellites, des lancements de fusées. Et son idée, c'était évidemment de générer des profits importants. En fait, comme il l'expliquait à l'époque, il disait, pour créer une communauté sur Mars, ça va demander beaucoup, beaucoup d'argent. Et comment on peut gagner beaucoup, beaucoup d'argent? C'est probablement en installant un réseau de satellites de communication, d'où l'idée d'où la justification, si je peux dire, du réseau Starlink, de faire beaucoup d'argent pour financer ces projets martiens. Lorsque SpaceX a lancé sa première série de satellites Starlink le 24 mai 2019, il était alors prévu que cette constellation Internet comprendrait à terme 12 000 satellites. Elle pourrait même atteindre 34 400 satellites. Au 21 mai 2025, 8 669 satellites Starlink avaient été lancés par 263 fusées Falcon 9. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on a placé plus de 8 000 satellites pour une constellation qui devrait en comprendre 12 000, qu'on a déjà lancé les 2/3 de cette constellation-là, que les 2/3 de la constellation sont déjà mis en place, parce qu'il faut savoir que la durée de vie de chaque satellite Starlink est relativement courte.
des analyses précises l'établissent à 5,3 ans. La durée de vie d'un satellite Starlink, c'est à peu près 5,3 ans. Donc, il faut donc, au fil des ans, les remplacer un bon nombre de satellites qui arrivent en fin de vie. En plus de ça, il y a quand même, durant les lancements, un certain nombre de pertes, c'est-à-dire que de part, il y a parfois des lancements qui échouent, les satellites ne se rendent pas sur l'orbite prévue, ou les satellites tombent en panne beaucoup plus rapidement que prévu. En fait, ce qu'on savait au 1er janvier de cette année, il y avait déjà, sur les 8000 quelques Starlink qui avaient été lancés, il y en avait déjà 735 qui étaient hors service, soit qui étaient arrivés en fin de vie ou qui ne s'étaient pas placés sur orbite correctement, ou etc. C'est donc à peu près déjà 10% des satellites qui ont été lancés qui ne sont déjà plus en service. Le fait est que la mise en œuvre d'un réseau de 12 000 satellites Starlink s'avère être une entreprise colossale, SpaceX ne parvenant pas à livrer 2000 Starlink par an. En effet, en 2022, SpaceX a lancé 1722 satellites Starlink, 1983 en 2023 et 1981 en 2024. Au rythme actuel, il faudrait plus de 6 ans pour mettre en orbite sa flotte de 12 000 satellites et 17 ans pour une constellation de 34 400 Starlink, sans compter ceux qui arriveront en fin de vie entre-temps et ceux perdus pour diverses raisons. Or, c'est là la grande faiblesse d'un réseau comme Starlink, c'est-à-dire qu'il faut constamment remplacer un grand nombre de satellites, année après année. Et ça, c'est la grande différence. Vous savez, on parle beaucoup des méga constellations où on va placer des milliers de satellites en orbite autour de la Terre, sur orbite basse, pour assurer des services de communication. Il y a un autre type de réseau qui existe, ce sont les satellites qui sont placés en orbite géostationnaire. Ça fait quoi, une 50aine d'années qu'on fait ça? Quand on a ce genre de réseau-là, on place quelques satellites. Théoriquement, on en place 3, mais on en place peut-être 5, 6, en orbite géostationnaire, et ça, ils desservent toute la planète. Donc, avec un réseau de 3, 4, 5, 6 satellites, vous avez un réseau de communication pour l'ensemble de la planète. Et ces satellites-là ont une vie de 10-15 ans. Ce qui fait que si vous placez ce genre de satellite-là, vous avez beaucoup de temps pour récupérer votre argent. Par contre, dans le cas des méga constellations, parce que je parle de Starlink, mais il y en a d'autres qui s'en viennent, où on place quantité de petits satellites sur orbite basse, ben là, il faut toujours les remplacer parce que la durée de vie va être très courte. D'un point de vue technologique, mais aussi, comme ils sont sur orbite basse, ils ne demeurent pas longtemps dans l'espace. Ils finissent par rentrer dans l'atmosphère après quelques années. Donc, la grande différence, c'est que les Starlink, il faut toujours remplacer des milliers de satellites année après année après année, tandis que si vous avez un système de satellites géostationnaire, vous avez besoin de quelques satellites dont la durée de vie est en termes de décennies. Mais ces satellites coûtent bien moins cher que les gros géosatellites traditionnels. Pour autant, dans le cas de Starlink, le coût de chaque satellite est inconnu. Absolument. Malheureusement, encore là, on n'a pas de chiffre. Sauf qu'il y a un cabinet d'experts dans le domaine spatial qui s'appelle Quality Space qui a fait une analyse il y a quelques mois. Et cette firme-là estime qu'un satellite Starlink coûterait quelque part entre 800 000 et 1,2 million de dollars. C'est quelque chose comme 10 fois moins cher, 5 à 10 fois moins cher qu'un satellite de télécommunication qu'on expédie en orbite géostationnaire. Grosso modo, on peut garder dans l'idée qu'un satellite Starlink coûte à peu près 1 million, alors qu'un satellite de télécommunication qu'on a expédié en orbite géostationnaire coûte à peu près de l'ordre de 10 millions de dollars. Cela signifie que le coût total des 2000 Starlink lancés chaque année s'élève à environ 2 milliards de dollars, sans compter les coûts de lancement. Et à ces coûts s'ajoute l'exploitation d'une flotte de milliers de satellites et d'autres coûts d'exploitation, ainsi que la distribution et la maintenance de centaines de milliers de terminaux terrestres et autres équipements. La question qu'on se demande donc, c'est combien ça coûte de maintenir une flotte de milliers de satellites, de dizaines de milliers de satellites sur orbite basse, et combien ça rapporte. Évidemment, encore une fois, on n'a pas les chiffres. Mais selon une autre prévision publiée en décembre 2024 par Quality Space, Starlink devrait atteindre 11,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 2025. Cela représente une augmentation substantielle par rapport aux 7,7 milliards estimés pour 2024. Quality lance de gros chiffres, fait de grosses projections, mais on peut aussi se demander
combien ça coûte de maintenir une constellation de 34 000 satellites qu'on doit remplacer régulièrement à tous les 5 ans, environ 5,2 ans. En fait, pour maintenir une constellation comme ça, il faudrait que SpaceX lance 3 ou 4 fois plus de satellites Starlink qu'elle le fait régulièrement. C'est-à-dire, on l'a vu dans les chiffres il y a quelques minutes, il lance à peu près 2000 satellites par année. Là, il faudrait qu'il en lance à peu près 6 à 8000 Starlink chaque année. Et évidemment, il faut aussi maintenir tout le réseau en place. Si on imagine que chaque Starlink coûte 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, c'est le coût du satellite plus le coût du lancement de ce satellite-là. On peut estimer que l'exploitation du réseau plus son entretien pourrait coûter quelque chose comme de 12 à 16 milliards par année, année après année. Donc, Squilty Space lance de gros chiffres, mais probablement que l'opération du réseau, le maintien du réseau, est une valeur aussi importante, sinon même plus. Et donc les chiffres sont assez flous et il y a un autre paramètre à prendre en compte, Claude, c'est les versions des satellites, puisque à la base on parlait de 34 000 satellites, mais ce devait être la version 1 des satellites Starlink. Maintenant il y a aussi les versions 2 et une version 3 qui va arriver, avec, on imagine, une capacité de communication plus importante. Donc est-ce que un satellite version 2 en vaut 2 de version 1, et etc. pour la version 3, tout ça, on ne le sait pas. Exactement. Sauf qu'on parle quand même de dizaines de milliers de satellites. Tu sais, à l'origine, Musk parlait d'une constellation de 12 000 satellites. Même à un certain moment donné, il parlait de 40 000 satellites. Là, actuellement, on parle de 34 000. Mais ça se peut effectivement qu'on parle de 25 ou 30 000 satellites de troisième génération. Mais il en reste pas moins. Évidemment, ces satellites-là sont probablement beaucoup plus efficaces, mais coûtent plus cher. L'un dans l'autre, ça risque d'être à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. On peut donc se demander si le réseau Starlink constituera une source de financement majeure pour les ambitions martiennes d'Elon Musk, ou plutôt un gouffre financier sans fond. Effectivement. Je veux juste rajouter peut-être que l'idée première du Starlink, comme on l'a expliqué il y a quelques minutes, c'était de générer des fonds très importants pour financer le projet martien. Peut-être que Starlink va être rentable de justesse, peut-être un taux de rendement de 10%, par exemple, mais c'est peu probable que ça génère d'importantes rentrées de fonds nécessaires à financer les projets martiens de Musk. Le 29 septembre 2016, Elon Musk annonce le développement d'un nouveau lanceur de grande taille et d'un vaisseau spatial réutilisable qui pourrait être prêt à emmener 100 personnes sur Mars dès le milieu des années 2020. Ce système de transport interplanétaire, expliquait-il alors, utilisera 42 moteurs Raptor dans son premier étage, générant une poussée au décalage de 28,6 millions de livres de poussée, soit plus de 3 fois et demi celle d'une Saturn V. Musk annonçait une fusée vraiment gigantesque. En fait, un mois plus tard, il nous a révélé qu'à l'intérieur de l'entreprise, on surnommait la fusée The Big Fucking Rocket, ou BFR. Expression qui a beaucoup fait sourire au Québec. Je ne sais pas vous en France, mais d'abord, il faut savoir qu'aux États-Unis, le mot fuck, le mot fucking, c'est un mot tabou qu'on ne peut pas prononcer. D'ailleurs, même dans les journaux, quand on l'écrit, on met des astérix. Ici, au Québec, c'est un terme qu'on emploie de façon vulgaire assez souvent, mais ce n'est pas un mot tabou. Fait que nous, au Québec, ça nous a fait pas mal de rigoler qui appelle la fusée Big Fucking Rocket, qu'on pourrait traduire en français pas trop vulgaire, la maudite grosse fusée. Évidemment, Musk a dû un peu rétro-pédaler par la suite en disant non, c'est la Big Falcon Rocket, BFR, qui est évidemment devenue aujourd'hui, on en parle comme Starship, une appellation, je pense, beaucoup plus appropriée. Et le 28 septembre 2019, Elon Musk annonce que les vols d'essai de Starship commenceront dans 1 ou 2 mois et que la fusée atteindrait l'orbite dans 6 mois seulement. Cela peut paraître complètement fou, mais je pense que nous pourrons atteindre l'orbite en moins de 6 mois, déclara-t-il. Il s'agissait, ajouta Musk, d'un calendrier réaliste à quelques mois près, et selon lui, les premiers vols avec des passagers pourraient avoir lieu dès 2020. Et nous sommes en 2025 aujourd'hui.
Exactement. En fait, comme toujours, même dans plein trop de projets spatials, les choses ne se passent pas aussi rapidement qu'on l'espérait ou qu'on l'annonce. On sait que le premier tir d'un Starship est survenu en avril 2023. On est à l'heure où on enregistre, nous, après 8 tirs de Starship, aucun tir orbital, avec des résultats plutôt mitigés. Comme on l'expliquait en début de balado, on est à quelques heures du 9e tir. Ce 9e tir-là, c'est la reprise des 2 précédents, là, celui de janvier puis de mars. Il faut que ce 9e tir-là réussisse quasiment parfaitement, sinon l'entreprise va être vraiment dans l'eau chaude. Personnellement, je pense qu'on va assister à un succès. Là. J'ai l'impression qu'ils ont dû régler tous les problèmes, mais ça reste à voir. Mais c'est ça, les choses vont beaucoup plus lentement. On n'est pas encore au niveau d'un tir orbital, encore moins d'emporter des passagers à bord. Faut savoir, dans le domaine spatial, dans les années 60, la NASA a effectué un certain nombre de tirs d'essai de ces fusées Saturne 1 et Saturne 1B qui ont mené au Saturne 5. Mais si on prend les 8 premiers tirs des fusées Saturne, le bilan était nettement supérieur à ceux des Starship. C'est un peu inédit que vous ayez réalisé 8 tirs avec un sur. Moi, j'ai calculé, là, si on donnait une note à chacun des tirs de fusée, de Starship, on arriverait avec un taux de succès de 64%, donc à peine les 2 tiers, même pas. C'est jamais arrivé dans le domaine spatial où on avait un aussi faible bilan. Bon, c'est une fusée remarquable, certains diront, mais quand même, là, il faut que Musk arrive avec des succès parce que sinon, le programme va avoir de sérieux problèmes. En 2024, Elon Musk précisait que plus de 3000 personnes travaillent quotidiennement à la Starbase au Texas, où il a construit des infrastructures pour plus de 3 milliards de dollars depuis 2014, et y dépense actuellement 1,1 milliard de dollars par an. Cela illustre donc l'ampleur du projet Starship. Et si l'on considère son ambition de pouvoir placer en orbite autant de charges que tout ce qui a été lancé à ce jour, on peut se demander, aura-t-on vraiment besoin d'un tel lanceur ? Or, l'histoire des puissantes fusées, des grosses fusées, montre que ce n'est jamais le cas. On en a parlé dans le balado 85, ce que j'ai appelé le fantasme des grosses fusées. C'est-à-dire que chaque fois qu'on a disposé de fusées puissantes, et au moment où on les concevait, on disait ça va nous permettre de faire des choses extraordinaires et grandioses, ça ne s'est pas avéré. Pour donner quelques chiffres, la fusée la plus puissante, hormis Starship, c'est les Saturne V. Les Saturne V ont été utilisés seulement 13 fois. Il y a eu aussi la fusée Titan Centaure qui a été utilisée 5 fois. Titan Centaure, c'est la fusée qui a lancé, entre autres, les sondes Viking vers la planète Mars et les sondes voyageurs, les célèbres sondes voyageurs, mais elle n'a été utilisée que 5 fois. Il y a aussi une autre fusée du même type qu'on appelle Delta Heavy qui a été utilisée seulement 9 fois. Et il y a aussi le cas de la Falcon Heavy. La Falcon Heavy, c'est une création de SpaceX. C'est vous accolez 3 fusées Falcon 9 une à côté de l'autre, et là, vous obtenez un lanceur capable de placer 60 tonnes en orbite terrestre. C'est actuellement la fusée la plus puissante qui est disponible. Sauf que la première fois que cette fusée-là a été lancée, c'était en 2019, et depuis ce temps, elle n'a été lancée que 9 fois. Donc, très peu utilisée. Même SpaceX ne l'utilise pas pour lancer ses propres satellites Starlink. On pourrait penser que si on utilisait les Falcon Heavy, ça coûterait moins cher et ça permettrait de placer davantage de Starlink en orbite, mais même SpaceX ne l'utilise pas. Bref, l'histoire des grosses fusées montre très bien qu'on n'en a pas vraiment besoin. Pourquoi n'utilisons-nous pas les puissantes fusées dont nous disposons ? C'est qu'en pratique, nous n'en avons pas vraiment besoin, car des fusées de moyenne puissance, donc comme Ariane et Falcon 9, sont parfaitement adaptées à la plupart des usages, si je comprends bien. Exactement. En réalité, là, c'est que l'utilisation des fusées puissantes présente plusieurs inconvénients majeurs. Par exemple, ces fusées-là, mettons, permettraient de lancer un très grand nombre de satellites en même temps. Par exemple, peut-être une centaine de satellites, dépendamment de la masse de chacun. Le problème que ça pose, là, c'est un peu comme le même problème des super jumbo jets. T'sais, on sait que Airbus, entre autres, avait mis au point un appareil capable de transporter quelque chose comme 1000 passagers. Sauf que ça pose des problèmes lorsqu'un avion arrive à un aéroport avec 1000 passagers d'un coup. C'est compliqué d'embarquer 1000 passagers
dans un avion. Il y a toutes sortes de problèmes de logistique. On aurait le même problème avec une fusée capable de lancer des dizaines, voire des centaines de satellites. Il y a tout un problème de gérer les foules, si je peux dire. N'oublions pas non plus que tous les satellites ne sont pas placés sur la même orbite. L'altitude est différente, l'inclinaison peut être différente, l'angle par rapport au Soleil aussi, de même que l'échéancier, etc. Exactement. C'est un peu comme en voyage, on n'est peut-être pas tous prêts à partir au même moment. Donc, si vous avez un avion capable de transporter 1000 passagers, il n'y a peut-être pas tout à fait la clientèle disponible. L'autre problème que posent les fusées puissantes, c'est l'idée de risquer tous ses œufs, de mettre tous ses œufs dans un même panier. Imaginons, par exemple, qu'on dirait, on va organiser un lancement de Starship pour expédier, je ne sais pas, une douzaine ou une vingtaine de satellites sur orbite géostationnaire. Ça pourrait être des satellites de communication, ça pourrait être des satellites météo, ça pourrait être des satellites militaires. En tout cas, il y aurait toute une panoplie de satellites qu'on pourrait expédier donc sur orbite géostationnaire à l'aide d'une seule Starship. Mais imaginez si la fusée rate son lancement. Ça arrive des fois que les Starships ratent leur lancement, puis même lorsque la fusée sera opérationnelle. À ce moment-là, on aurait affaire à un échec dévastateur. On perdrait une douzaine ou plus de satellites qui étaient destinés à orbite géostationnaire, des satellites qui jouent des rôles critiques. En pratique, il vaut mieux utiliser des fusées du type Falcon 9 ou Ariane pour lancer 1 ou 2 satellites vers l'orbite géostationnaire. Peut-être risquer d'en perdre de temps en temps plutôt que de tout risquer d'un seul coup à l'aide d'une super fusée. Et enfin, toute cargaison spatiale ayant un coût, un satellite de quelques tonnes vaut des dizaines de millions de dollars. Cela signifie qu'une charge utile de 100 tonnes qui serait transportée par un Starship pourrait coûter jusqu'à 1 milliard de dollars. Donc nous n'avons pas les moyens financiers pour lancer fréquemment des charges à 1 milliard de dollars. Exactement. Ce qui fait que ce qu'on peut conclure, c'est que si on observe déjà que les Falcon Heavy qui sont disponibles depuis 2019 ne sont utilisés qu'une ou deux fois par année, pas plus, on peut penser que les Starships seront utilisés encore beaucoup moins fréquemment pour des lancements commerciaux. Autrement dit, de toute évidence, la rentabilité commerciale des Starships va être à toute fin pratique nulle. Peut-être qu'une fois que la fusée est opérationnelle, on va l'utiliser parfois pour lancer des engins commerciaux, mais ça devait être très rare. Si ça l'est déjà pour les fusées Falcon Heavy, imaginez-vous ce que ça va être pour les Starships. Et il y avait aussi le projet au début de la présentation des Starships d'un système de transport ultra rapide. On pourrait se rendre de l'autre côté de la planète en quelques dizaines de minutes. On n'en entend plus parler. En tout cas, même si le Starship pourrait devenir opérationnel d'ici peu, on n'entend plus parler de cette solution. En fait, une petite correction, c'est un fantasme. Toi, tu parles peut-être de transporter des passagers, puis effectivement, imaginez que je pourrais partir de Montréal en Starship, arriver à Paris peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure plus tard. Ça, ce projet-là, il est un peu dans l'oubli. Par contre, les militaires, eux, ont le rêve de transporter du cargo comme ça, par exemple, d'expédier des du cargo à toute vitesse au Moyen-Orient. C'est un rêve qui caresse, mais c'est un rêve, à mon avis, tellement invraisemblable parce que ce que ça coûte en énergie d'envoyer du cargo, ça serait un gaspillage de ressources. On va voir ce que les militaires ont ce rêve-là, mais je rappellerai que dans les années 50, les militaires avaient le rêve de s'installer sur des bases, d'installer des bases sur la Lune, ce qui s'est évidemment pas fait. Donc, il y a la possibilité d'utiliser ces fusées-là comme cargo, mais c'est presque invraisemblable en termes de coût et d'énergie. Donc, pas encore une solution pour rentabiliser un voyage vers Mars. Ah, absolument. Mais comme le dit Elon Musk, les Starships sont conçus justement pour envoyer 1 million de personnes vers Mars. Le patron de SpaceX espère même y établir une colonie d'ici quelques décennies. Mais qui paiera la facture ? Est-ce que ce seront les passagers ? Est-ce que ce sera Elon Musk lui-même ? S'il lui reste de l'argent d'ici là, le gouvernement ou bien qui d'autre, Claude ? Toi, peut-être ? J'ai des bons moyens financiers, mais pas à ce point-là. Envoyer donc des Starships sur Mars pose de sérieux défis. Exactement. En fait, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que on ne s'envole pas vers Mars quand bon nous semble. Moi, je peux prendre un avion pour Paris n'importe quand.
Dans le cas d'un voyage vers Mars, il faut attendre que les deux planètes, la Terre et Mars, soient alignées correctement, ce qu'on appelle les fameuses fenêtres martiennes qui surviennent à tous les 26 mois. Maintenant, Elon Musk nous parle d'envoyer éventuellement 1 million de personnes vers la planète Mars pour établir une colonie. Chaque Starship pourrait théoriquement transporter 100 personnes. 1 million divisé par 100, ça fait 10 000. Donc, il faudrait 10 000 voyages pour acheminer le fameux million de personnes qui s'installeraient sur Mars pour faire une colonie. Maintenant, comme on ne peut pas envoyer ça à chaque semaine, un ou deux ou trois vaisseaux, il faut attendre des fenêtres martiennes. Supposons, par exemple, qu'on dirait on va établir cette colonie-là au cours des 70 prochaines années, c'est-à-dire entre l'an 2030 et l'an 2100, donc 70 ans. À ce moment-là, on disposerait de 32 fenêtres pour s'élancer vers Mars. Si vous avez 10 000 vaisseaux à lancer à l'occasion de 32 fenêtres martiennes, ça veut dire que vous lanceriez à peu près 300 Starships lors de chaque fenêtre. Il faut savoir que une fenêtre martienne, ça dure environ de 4 à 6 semaines. Vous auriez donc de 4 à 6 semaines pour lancer 300 vaisseaux spatiaux vers Mars et y envoyer 30 000 personnes à chaque fenêtre. Je ne sais pas si vous avez vu ce que c'est. 30 000 personnes, envoyer 30 000 personnes dans l'espace en quelques semaines. Il faut savoir que depuis le premier vol humain dans l'espace, depuis Yuri Gagarin, il y a quelque chose comme, je n'ai pas le chiffre en tête, mais peut-être 1500 personnes qui sont allées dans l'espace depuis 65 ans. Là, on parlerait d'en lancer 30 000 à tous les 26 mois vers la planète Mars. Imaginez maintenant, vous avez 300 vaisseaux Starship qui se dirigent vers la planète Mars à peu près en même temps. Vous devez gérer 30 000 personnes qui sont dans l'espace en même temps, le temps de se rendre jusqu'à Mars. Et ça serait d'ici quelques années, mettons à partir des années 2030. Tout ça pour établir une colonie d'1 million de personnes sur Mars d'ici l'an 2100. Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire plus. En ce moment, nous sommes impressionnés lorsque SpaceX lance 3 Falcon 9 en 24 heures ou encore plus d'une douzaine par mois. Nous le serons tout autant si l'entreprise d'Elon Musk parvient à réaliser 175 à 180 lancements de Falcon 9 cette année, comme elle le prévoit. Imaginez donc lancer 300 Starships pendant la fenêtre martienne de 2031 et ainsi de suite. Imaginez 30 000 passagers convergeant vers Cap Canaveral pour leur vol. Imaginez 300 vaisseaux spatiaux voguant presque simultanément vers Mars. Ça laisse à la fois rêveur et circonspect. Moi, je trouve que ça me fait tourner la tête. En conclusion, ce que je dirais, puis là, je ne pense pas vous apprendre grand-chose, personnellement, je doute très fort que l'entreprise SpaceX vale 300 milliards de dollars. Ça me semble évidemment des projections vraiment exagérées. Je crois plutôt que SpaceX, c'est plutôt un gouffre financier. Je pense que si on voyait ses états financiers, on verrait que l'exploitation des fusées Falcon 9 sont dans le rouge à cause des Starlink, à cause des lancements de Starlink. Je pense qu'on verrait que l'exploitation du réseau Starlink est dans le rouge parce que ça coûte plus cher à maintenir et à opérer que ça peut rapporter. Et évidemment, dans le cas de Starship, ben là, on ne parle pas de revenus, mais on le disait un peu plus tôt, Musk nous a révélé l'an passé, je pense il y a 2 ans, que chaque année, il consacre plus de 1 milliard de dollars à ce programme-là. Et je n'ai pas de misère à croire, quand on regarde les infrastructures qu'il y a à la Starbase au Texas, plus tout le personnel qui travaille, je n'ai pas de misère à penser. Ce qui fait que, pour moi, l'entreprise ne peut pas être rentable, l'entreprise ne peut pas avoir la valeur de que l'on attribue souvent à SpaceX. Moi, ce que je trouve un peu regrettable, là, c'est que SpaceX a mis au point une excellente fusée. Falcon 9, c'est une très, très bonne fusée. Moi, si j'avais été SpaceX, j'aurais dit à mes ingénieurs, pourquoi ne pas concevoir une version 2.0, c'est-à-dire une version améliorée sensiblement de la même fusée, mais en partant d'une feuille blanche? Parce que là, depuis une vingtaine d'années que SpaceX a conçu la Falcon 9, ils ont appris énormément de choses. Probablement que s'ils recommençaient leur devoir, ils diraient il y a plein de petites corrections qu'on va faire pour développer cette fusée-là. Une fusée qui va être commercialement très rentable et évidemment, au lieu de se lancer dans un projet dantesque, un projet irréaliste de celui de coloniser Mars, je pense aussi que la fusée Starship, c'est un gouffre économique.
il n'y aura pas d'utilité à cette fusée-là, ni pour lancer des satellites commerciaux, ni même pour aller vers Mars, parce que, comme je vous l'ai dit, le projet d'envoyer une colonie d'1 million de personnes, les chiffres, je pense, parlent d'eux-mêmes. C'est un peu dommage que l'entreprise s'en aille dans cette direction-là, parce que je pense qu'elle court à sa perte. Je ne sais pas si, éventuellement, on va avoir accès aux livres de SpaceX, mais on risque probablement de découvrir que c'est une entreprise qui croule sous les dettes. Elon Musk a théoriquement des moyens financiers importants, mais je dis théoriquement parce que souvent, ces gens-là, les gens qui sont dans ces milieux-là, les Elon Musk et autres patrons des grandes entreprises, ils ont du financement des banques qui sont souvent couverts de dettes. Et un jour, quand on ouvre les livres, on voit qu'ils sont surendettés, même si officiellement, sur papier, ils sont des multimilliardaires. Quand on regarde ce qu'ils doivent aux banques, et les banques, souvent, ne peuvent pas laisser tomber ces entreprises-là parce qu'elles-mêmes tomberaient avec. Fait que l'idée de penser que Elon Musk que son entreprise vaut 300 milliards de dollars, pour moi, ça me semble nettement exagéré. Mais qui sait, peut-être un jour, aurons-nous les vrais chiffres. Faut se méfier de ce qu'on rapporte des fois dans les médias. Écoute, je ne suis pas expert dans le domaine, là, mais on pourrait citer des exemples d'entreprises qui avaient des valeurs boursières extraordinaires et qui un jour se sont effondrées parce que c'était des châteaux de cartes. Je pense que c'est la même chose avec SpaceX, malgré le fait qu'ils ont développé de très, très bons vaisseaux. J'insiste là-dessus, Falcon 9 et les Crew Dragon. Moi, là, je vais ouvrir une parenthèse, là, si Elon Musk m'offrait une balade en Crew Dragon, j'embarquerais, je monterais à bord parce que j'aurais pas peur. C'est une excellente, à la fois la fusée qui la lance, à la fois la capsule, c'est un excellent vaisseau spatial. Dommage qu'il s'embarque dans des aventures par ailleurs irréalistes. Et voilà, j'enregistre cette conclusion donc quelques jours après le test, le 9e test du Starship justement dont on parlait avec Claude. Et ça ne s'est pas terminé de manière très optimale. En tout cas, le succès a été partiellement au rendez-vous pour le booster. En revanche, en ce qui concerne le Starship en lui-même, il a encore une fois fini en morceaux, cette fois-ci au-dessus de l'océan Indien. Donc voilà, découverte certainement de nouveaux problèmes et un 10e tir qui va arriver incessamment sous peu, en tout cas, peut-être pour le mois de juin, si mes informations sont exactes. Je remercie encore une fois Claude d'avoir partagé ces quelques moments avec nous. Je souhaite aussi remercier toutes les personnes qui nous soutiennent sur Patreon, grâce à qui ce balado continue d'exister. Je vous rappelle qu'à partir de 5$, vous avez accès à tous les fascicules qui accompagnent les balados. Et vous avez également accès aux épisodes avec 2 semaines en avance. Alors si vous êtes intéressé, direction le site patreon.com, voyage dans l'espace. Cet épisode vous a été présenté par Florent Meunier avec au contenu Claude Lafleur et Laurent Runigo et Dylan Baillargeon à la diffusion. Sur ce, et où que vous soyez dans l'univers, à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.